Le château de Cherbourg n'existe plus. L'espace qu'il occupait autrefois accueille désormais un parking et quelques rues commerçantes du centre-ville. Des remparts et du donjon, il ne reste aujourd'hui quasiment rien, son démantèlement ayant été organisé méticuleusement à la fin du XVIIe siècle sur l'ordre de Louvois, ministre de Louis XIV, pour la raison discutable que si la ville tombait aux mains des Anglais, la présence d'une fortification rendrait sa reconquête trop difficile. La première mention écrite du château date du Xe siècle. Il s'agissait alors d'une place forte ducale normande. Mais la présence d'une fortification à son emplacement est autrement plus ancienne. Un castrum romain s'y élevait à la fin du Bas-Empire. Cherbourg s'appelait alors Corialo et faisait vraisemblablement partie d'un réseau défensif mis en place par les Romains pour protéger les côtes de la Manche de certains peuples issus du nord de l'Europe. On connaîtrait aujourd'hui bien peu de choses sur le château de Cherbourg sans l'inspection menée par le marquis de Vauban au cours de l'année 1686. Convaincu de l'importance de la ville portuaire face aux Anglais, il fit réaliser un plan détaillé de la fortification dans le but de la consolider. C'est de cette source qu'est issue la restitution virtuelle ici présente. L'enceinte fortifiée s'étendait sur près d'une dizaine d'hectares et incluait le bourg et le château. Le site disposait d'atouts défensifs naturels évidents. Il était bordé au nord par la mer qui venait frapper ses remparts à marée haute et à l'est par le fleuve côtier de la Divette. C'est donc logiquement que les ouvrages défensifs les plus importants étaient concentrés vers le sud. Des fossés ceinturaient les murs de la cité et devaient probablement se remplir d'eau au gré des marées. Les murs étaient constitués essentiellement de schiste et de grès, issus des carrières voisines de la montagne du Roule et de Tour-la-Ville. Qualifiés de solides par Vauban, leur épaisseur variait d'1,60 m à 3 mètres. Disposant de son propre système de douves, le château était indépendant du reste de la fortification urbaine. Un pont-levis en marquait l'entrée. Dans la cour se trouvait la demeure du gouverneur, des casernes et des écuries. Le château disposait en outre de sa propre chapelle, celle de Notre-Dame. L'ensemble constituait un endroit idéal pour y installer une forte garnison. Dans son mémoire, Vauban qualifie le donjon de citadelle très assurée. Sa plus haute tour, celle du Longis, s'élevait à plus de 30 mètres de hauteur. Ce qu'il y a de remarquable dans les fortifications de Cherbourg est que l'on peut y voir coexister des ouvrages défensifs issus d'époques très différentes, témoignage de l'adaptation du site à l'évolution de l'art de la guerre et en particulier des progrès de l'artillerie. Aux tours circulaires et semi-circulaires qui constituent l'essentiel des éléments de flanquement des murs, viennent s'ajouter dans la seconde moitié du XVe siècle des ravelins. Ces ouvrages bas, qui font avant-corps de l'enceinte, protégeaient originellement les points faibles, les entrées de la ville. Le ravelin que l'on voit à l'écran de forme très allongée, surnommé le pâté par Vauban, protégeait vraisemblablement la tour porte d'origine, dénommée tour carrée. Puis, au milieu du XVIe siècle, la forteresse s'agrandit avec la construction de 2 bastions. La forme et la disposition de ces ouvrages défensifs, de forme pentagonale, leur conféraient une grande efficacité pour la protection de la cité. Ils étaient par ailleurs aménagés pour supporter une grande partie de l'artillerie de la place forte. Après son inspection, Vauban prévoyait de faire de Cherbourg une véritable citadelle. Son mémoire montre qu'il aurait conservé un grand nombre d'éléments préexistants. La décision de Louvois aura raison de son projet, et malgré les protestations du marquis de Vauban, les fortifications de Cherbourg seront démantelées en quelques mois.